Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Montréal est devenu un lieu de convergence des travaux en matière d'intelligence artificielle grâce à une grappe de chercheurs de réputation internationale et des investissements considérables pour supporter la recherche en ce domaine. Les deux paliers de gouvernement viennent d'annoncer des investissements dans ce secteur. Au niveau provincial, 100 millions de dollars sera versé pour la création d'une grappe industrielle en intelligence artificielle. Au fédéral, l'Institut canadien de recherche avancée, l'ICRA, recevra un financement de 35 millions de dollars sur 5 ans, principalement pour développer son réseau de recherche axé sur l'apprentissage profond, le deep learning. L'organisme administrera aussi la stratégie pan-canadienne en matière d'intelligence artificielle pour la recherche et le talent pour un montant de 125 millions de dollars à peu près. L'apprentissage profond consiste à apprendre aux machines. Cette branche de l'intelligence artificielle repose sur des algorithmes relativement simples et qui s'inspirent de mécanismes cérébraux fondamentaux du traitement de l'information. Un exemple tout simple de notre vie quotidienne, la reconnaissance des visages de Facebook. Les algorithmes de cette application parviennent à reconnaître des visages à l'aide de 4 millions de photographies qui ont été téléchargées et identifiées par les utilisateurs. L'intelligence, c'est être capable de prendre des bonnes décisions dans différentes situations, mais comment discriminer les connaissances les plus pertinentes et les transmettre à un ordinateur pour qu'il les utilise? Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses et très nombreuses questions que l'intelligence artificielle soulève. Pour parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond, nous avons ce matin au studio Pascal Vincent, professeur agrégé à l'Institut d'algorithmes d'apprentissage de Montréal, le MILA. Je ne sais pas si on prononce comme ça, au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Michel Gagnon, professeur agrégé au département de génie informatique et génie logiciel de l'École polytechnique. Bonjour. Bonjour. Donc, avec les récentes annonces de nouveaux budgets, l'arrivée de Google, de Microsoft à Montréal, un vent favorable souffle sur l'intelligence artificielle. Comme chercheur du domaine, vous en êtes sans doute ravi, mais pouvez-vous nous expliquer concrètement où ça va aller tout cet argent, Monsieur Vincent? Où va aller tout cet argent? Oui, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bien, je pense qu'il y a une partie qui va être consacrée à continuer à faire des recherches fondamentales pour continuer à comprendre et à faire progresser notre compréhension des mécanismes de l'apprentissage, de l'intelligence, et une partie qui va être consacrée à aider au transfert industriel de ces connaissances. Ce que je dirais, c'est que on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui est en marche. Et on a la chance ici au Québec d'avoir beaucoup de talents dans ce domaine, et donc ce serait dommage que ça ne se traduise pas par des progrès au niveau de l'économie et au niveau de la société pour tout le monde. Oui, donc c'est des bonnes nouvelles qui vont être utiles. Finalement, Montréal devient-elle la Silicon Valley de la recherche en intelligence artificielle, Monsieur Gagnon? Oh, ça, c'est difficile à se prononcer actuellement là-dessus, mais c'est clair que Montréal est vraiment en train de devenir un centre important en intelligence artificielle. Oui, ça, c'est clair. Elle était déjà? Elle l'était déjà au niveau académique. Mm-hmm. Elle est en train de le devenir. C'est le pari, oui, aussi au niveau industriel, au niveau économique. Et effectivement, c'est ce qu'on vise, c'est essayer d'obtenir le même genre de succès qu'on a à la Silicon Valley. Oui. Pourquoi le financement public est important? Est-ce qu'on pourrait pas se contenter d'avoir du financement privé? Le financement public sert essentiellement à financer la recherche fondamentale, et les progrès fondamentaux sont essentiels pour développer des nouvelles choses. Ce que je dis toujours, la recherche fondamentale d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain.
Donc voilà, d'une part, et d'autre part pour aider au transfert de ce qui se fait dans les laboratoires de recherche fondamentale dans l'industrie, dans l'économie justement. On nous compare beaucoup avec Toronto. Qu'est-ce que Montréal a que Toronto n'a pas? Je dirais plutôt qu'on est semblable, oui. Dans le sens que ce sont deux pôles très très forts en intelligence artificielle. La révolution en marche avec tous les succès dans le domaine de l'apprentissage profond est partie essentiellement de Toronto et Montréal sous l'égide de l'ICRA. Justement. Et on est des collègues, donc on se parle parce qu'on s'entend très bien. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une compétition un peu au niveau des développements économiques, où chaque métropole cherche à attirer le plus d'investissements finalement. Vous travaillez tous les deux dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais c'est un domaine vaste. Pouvez-vous nous présenter peut-être votre spécialité respective? Donc peut-être, commençons avec vous, Monsieur Gagnon, professeur Gagnon. Oui, alors moi, ma spécialité essentiellement concerne l'extraction de connaissances à partir de textes. Hein. Mais là, on parle de connaissances utilisables par la machine, parce qu'évidemment, les textes qu'on a sur le web actuellement, essentiellement l'endroit où on va chercher l'information, c'est sûr que nous, comme humains, on est capable de les lire. Mais quand on veut faire des recherches, quand on cherche à s'informer sur un sujet, par exemple, n'importe quel sujet, un sujet très 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 commun actuellement, c'est la santé. On a une sœur ou un frère qui est malade, on veut s'informer sur la maladie, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va sur le web, on cherche des textes et puis on se sert de notre tête à nous pour les décoder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut le faire par la machine qui, elle, va faire une partie du travail pour nous, finalement. Autrement dit, si je résume, ce qu'on essaie de faire dans mon équipe et dans mon laboratoire, c'est de transformer le web actuellement, qui est une grosse collection de documents, en une base de connaissances à laquelle on peut poser des questions. Oui, on peut déjà poser des questions, je pense, à Google. Oui, il peut nous répondre, c'est ça? Oui, dans certains faits. Mais ce qu'il faut comprendre ici, bon, les gens ont peut-être suivi aussi la fameuse compétition à Jeopardy où IBM a envoyé une machine pour participer, ils ont gagné. Mais en général, ça, c'est des questions factuelles à laquelle on va être capable de répondre. Du genre, qui a gagné le marathon de Boston en 2008? Mais là, lorsqu'on veut des questions auxquelles les réponses sont beaucoup plus longues, ou plus explique-moi quels sont les effets secondaires de telle maladie ou de tel médicament, ou bon, ma sœur a telle condition, est-ce que je devrais considérer telle thérapie ou telle autre thérapie? Là, on commence à être dans des domaines un peu plus c'est plus difficile, c'est plus simplement factuel. C'est plus une date ou un lieu ou une personne. Oui, la réponse n'existe pas déjà toute prête, c'est des réponses élaborées finalement. Exact. La réponse, tout le monde le sait, tout le monde aujourd'hui navigue sur le web. On sait que la réponse, elle est là quelque part dans les textes, mais elle est pas formalisée de manière à ce qu'une machine puisse l'intégrer et intégrer plusieurs réponses et faire une espèce de résumé de tout ça. On va voir ce que vous faites avec ça, professeur. Vincent, vous faites quoi? Alors moi, je suis chercheur en apprentissage profond. Il s'agit de réseaux de neurones artificiels profonds. Le principe de ces recherches, c'est d'essayer de comprendre, d'élucider les mécanismes de l'apprentissage qui permettent d'apprendre. Oui. Ça ressemble à quoi un réseau artificiel de neurones? Ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à votre ordinateur. C'est tout. Plusieurs ordinateurs jumelés? Ça peut, non, mais ça fonctionne, ou ça peut ressembler à votre téléphone portable. C'est pas des neurones qu'on fabrique, c'est vraiment simulé, de la même manière qu'on peut simuler avec un simulateur de vol un avion sur l'ordinateur, on simule des neurones. Alors il s'agit de modèles de neurones très 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 simplifiés par rapport aux neurones biologiques. L'objectif n'est pas d'être notre objectif en intelligence artificielle n'est pas d'être biologiquement réaliste, mais quand même de comprendre les fondements de la même manière que en cherchant à apprendre à faire voler des objets, on s'intéresse pas nécessairement aux détails des plumes des oiseaux, mais à comprendre les principes de l'aérodynamique. C'est un exemple qui est souvent. Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris? Donc, est-ce que vous connaissez déjà certains principes? Oui, bien sûr. Alors,
Le principe de base, et ça en neurosciences, c'est connu sous le terme de plasticité, la plasticité cérébrale, c'est la capacité de ces réseaux de neurones, qu'ils soient biologiques, naturels ou artificiels, à s'adapter, à apprendre, à s'adapter à la tâche qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça que nos systèmes fonctionnent. Et c'est ce qui se trouve derrière actuellement tous les systèmes. Par exemple, vous mentionniez la reconnaissance de visage de Facebook. D'autres systèmes qui sont maintenant capables de comprendre dans une certaine mesure ce qu'on dit, la traduction automatique. On commence aussi au niveau de la synthèse de paroles. Et de plus en plus, tous ces systèmes sont basés, ont en leur cœur ce type de technique, d'approche avec des réseaux de neurones artificiels profonds. Oui, ça, justement, j'aimerais qu'on se penche ensemble sur cet apprentissage profond. Quelle application repose sur cette discipline concrètement? Les gens autour d'eux peuvent voir quoi? Leur téléphone, sûrement. Alors leur téléphone, donc c'est pas tout ce que fait le téléphone, mais toute la partie qu'on pourrait appeler intelligente, qui peut-être ne paraît pas très intelligente actuellement parce qu'on prend ça comme acquis, donc on l'a, mais qui pendant très longtemps était très difficile. Essentiellement, pendant longtemps, les ordinateurs étaient capables de prendre des photos, mais ils n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il y avait sur ces photos-là. Ils étaient capables d'enregistrer des sons, mais ils n'étaient pas capables de comprendre les mots qui étaient dits. Là, grâce à ces systèmes de réseaux de neurones, eh bien maintenant, on a progressé beaucoup dans une partie, ce que j'appellerais une partie d'intelligence première, qui est essentielle, sur laquelle beaucoup de choses reposent, qui est la perception. Donc maintenant les systèmes sont capables de reconnaître dans une certaine mesure ce qu'ils voient, de comprendre dans une certaine mesure ce qu'ils voient, de comprendre dans une certaine mesure ce qu'on leur dit. Ils sont capables de faire aussi travailler sur le langage, par exemple la traduction. C'est aussi fait avec tous les mêmes mécanismes de réseau de neurones profonds. La prochaine étape, alors on a aussi maintenant des nouveaux développements où les prochaines frontières, il s'agit de générer des choses. Donc on a des exemples de génération d'images. On peut voir ce qu'un tel réseau de neurones peut imaginer, par exemple, ou rêver, ce qui donne de l'art parfois étonnant. Faire rêver les machines, finalement, c'est ça? Ou de générer du texte. Donc, dans le cas de la traduction, une traduction, c'est une génération de texte. Un autre cas de génération de texte sur lequel il y a beaucoup de travaux qui se font en ce moment, c'est le dialogue. Avoir un dialogue qui est naturel. Professeur Gagnon, le texte, reconnaissance de texte, c'est votre domaine. Qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme application de vos travaux? Un problème important, c'est la reconnaissance des entités qui sont nommées dans un texte. Alors, je prends un exemple classique là, dans mon domaine, c'est Washington. Alors, on trouve dans un texte Washington. Alors, s'agit-il de la ville? S'agit-il de George Washington? S'agit-il de l'État? Alors, ça, pour le savoir, il faut comprendre ce qu'il y a autour du texte. Alors, il y a beaucoup d'applications actuellement. Donc, dans la recherche d'informations, quand on veut chercher, même typiquement, là, le truc à la base, là, de chercher des documents qui parlent de Washington, ben, on va essayer de savoir si c'est la ville ou la personne. Alors, et ça, il faut comprendre un peu ce qui est autour de chaque apparition du mot Washington dans tous les textes qu'il y a sur le web, par exemple. Quels sont les freins? Est-ce qu'ils sont techniques? Est-ce qu'ils sont juridiques à l'avancement de votre discipline, de vos disciplines? Bonne question, ça. Ou les principaux défis, peut-être? Alors, il y a pas actuellement. Donc, il y a des freins techniques, c'est certain. Ce que je dirais, c'est que dans nos réseaux de neurones profonds qu'on fait, ils sont ridiculement petits et par rapport à la capacité d'un cerveau humain, par exemple. Donc, on est peut-être à l'état d'une fourmi et encore.
en termes de capacité de, là on peut pas parler de termes de capacité de calcul, de puissance de calcul, et ça va avec les puissances de calcul des ordinateurs qui sont développés, qui continuent à augmenter. De la même manière, il y a la question de capacité de mémoire et de données. Donc l'apprentissage repose énormément actuellement sur des quantités massives de données, avec les exemples de la tâche qu'on veut faire apprendre. Et souvent, ces exemples, ils ont dû être étiquetés à la main, comme vous donniez l'exemple des visages. Okay, il a fallu que les personnes disent au départ, pour donner les exemples de départ. Pour donner les exemples de départ, ensuite, la machine l'algorithme est capable de généraliser à des nouveaux cas. Et voilà, donc ça, c'est encore intensif. Donc, mais il y a encore beaucoup de progrès en termes aussi de, pas juste de matériel et de puissance de calcul, mais aussi en termes de compréhension. Comme je l'ai dit, là, on a fait des progrès significatifs dans notre capacité à résoudre certains problèmes de perception, mais dans l'intelligence, il y a d'autres choses, il y a beaucoup plus de choses que ça. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire et de choses à comprendre. Professeur Gagnon, oui, c'est très important que les gens réalisent que on est encore loin du robot intelligent qu'on voit dans les films. On est loin de ça encore. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait avec les réseaux de neurones pour essentiellement reconnaître des visages, des patterns, des choses qui sont essentiellement de la reconnaissance. Mais ce qu'on ne sait pas encore bien faire, c'est jumeler ça à toute la partie raisonnement, inférence, qui fait partie aussi de notre intelligence. Donc, il y a des freins assurément techniques au développement, mais il faut pas oublier aussi qu'il y aura, ou s'il n'y en a pas déjà, des freins sociaux. Parce que, bon, moi, je pense que dans un temps relativement court, on pourrait avoir des décisions gouvernementales qui soient faites par la machine. On serait capable, OK? Mais est-ce que les citoyens sont prêts? Est-ce que les citoyens sont prêts à accepter que des décisions soient faites par un système intelligent? C'est un exemple un peu gros que je prends, mais il illustre, à mon avis, le frein social qu'il va y avoir aussi. Oui, vous me parliez un petit peu avant l'émission de remise de peine, par exemple, de prisonniers. La machine serait meilleure que nous. Pourtant, on a un côté intuitif. On pense connaître notre prochain comme nous-mêmes, mais la machine serait meilleure, en fait, pour éviter les cas de récidive. Expliquez-nous. Oui, ça, c'est un exemple que je donnais, mais il y a beaucoup de cas où il y a beaucoup de cas où on a une décision à prendre, où la machine fait mieux selon certaines données statistiques simples. Alors, par exemple, on prend le cas des libérations conditionnelles. On prend des données statistiques sur le comportement du détenu durant sa détention. On prend certains critères relativement simples. Et puis, on fait des modèles de décision en prenant, disons, des centaines de cas, et on fait des statistiques pour savoir lesquels qui ont eu récidive ou pas. Bon, et on fait un modèle statistique simple, relativement simple en général. Et c'est mieux, ça prédit mieux la récidive que les décisions qui ont été prises par des humains pour les mêmes personnes. Parce que les humains sont pas très bons à évaluer les statistiques, exact. C'est ça? Essentiellement, oui. On n'est pas très bon pour... En fait, l'information qui est de nature statistique, en général, on n'est pas très bon pour ça. Notre cerveau est pas très bon pour ça. On se laisse bluffer par les chiffres. Ce qu'on a avec les techniques d'intelligence artificielle que je développe, que je connais mieux, c'est justement qu'on donne un peu cette capacité à mieux voir et entendre. Donc à être capable de prendre des décisions sur des données un peu perceptuelles plus riches. Oui. C'est ce qui est apporté. Donc je connais assez peu le domaine, par exemple, de l'énergie aussi, mais je sais qu'il y a des travaux qui se font dans ce sens-là pour optimiser, par exemple, les distributions d'électricité ou des choses comme ça, qui commencent à se pencher sur l'utilisation de réseaux. Oui, dans l'énergie, dans mon équipe, on a des travaux qui commencent avec Hydro-Québec, par exemple. Donc, ils ont énormément de données. Et des données qui datent d'une cinquantaine d'années, des fois, qui sont très, très, très mal structurées. Ils ont des problèmes, ils ont beaucoup de problèmes de diagnostic dans leur réseau qui doivent être traités actuellement par des gens qui ont de l'information de très basse qualité. Donc, c'est un gros défi aussi. Surveiller le monde de la finance.
Le monde de la finance est un monde où on est très, très, très éveillé actuellement par les possibilités de l'intelligence artificielle. Je pense, par exemple, prenez le monde de l'assurance, où actuellement, ce sont des humains qui évaluent votre dossier. Et ils font des erreurs, ils font des erreurs énormes, là. Imaginez comment ça peut être compliqué d'évaluer si vous êtes assurable ou non et quelle sera votre prime. Hein. Alors, ils sont dans le milieu du commerce. Chaque commerce est un cas particulier. Alors, ces gens-là sont très à l'affût actuellement des technologies d'intelligence artificielle. Oui. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'est dit inquiet de tous ces développements en intelligence artificielle, tous ces scientifiques qui pourraient préparer la fin de l'humanité. Je vais le citer, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine, s'est-il alarmé. Vous allez me dire que cette inquiétude n'est pas fondée, mais il y a un risque que les machines peut-être prennent le contrôle dans certains domaines ou même nous nuisent. On est un peu loin des 3 lois d'Asimov, là. Le risque, c'est que la race humaine mette fin à la race humaine. Donc, je pense que la plupart des chercheurs, en tout cas en intelligence artificielle, et moi le premier, pensons que c'est important d'être vigilant, mais pas dans le sens que une machine qu'on voit dans les films de science-fiction, que les machines tout d'un coup vont prendre le contrôle parce que elles ont un gros ego et puis elles veulent éradiquer la planète. C'est vraiment pas ça que je crains. Ce qu'il faut craindre et surveiller, c'est que les machines soient enlignées trop avec certains intérêts privés au détriment du bien-être général. L'important, c'est que, comme dans toute révolution, elle peut bénéficier, révolution technologique, elle peut bénéficier, il va y avoir un gain de productivité, ça peut bénéficier à tout le monde. Les avancées technologiques peuvent bénéficier à tout le monde, à condition que les bénéfices ne restent pas juste dans quelques poches. Ouais. Et aussi, donc, moi, ce que je pense, c'est que la meilleure sauvegarde contre ça, c'est d'avoir d'une part une démocratie fonctionnelle qui n'est pas prise de contrôle par quelques intérêts privés restreints. Et voilà. Oui, professeur Gagnon, on parlait de libération conditionnelle tout à l'heure. Si les machines se rendaient compte qu'elles sont meilleures que nous pour évaluer justement ces libérations-là, elles pourraient décider de se passer des humains pour le faire. Oui, bien sûr. Mais, vous savez, c'est une question... on est tellement loin, on est tellement loin de ça. On a tellement d'autres problèmes. Puis je suis à 100% d'accord avec mon collègue ici que on a beaucoup plus à craindre des gens, c'est ça, des autres humains. C'est eux qui m'inquiètent plus que la machine, honnêtement. Mais vous savez que nous comme scientifiques, c'est dur de répondre parce que enfin, on est vraiment loin là de cette. Et avant ça, ce que vous allez voir plus, c'est le mélange d'humains et de machines. Parce que on peut faire des interfaces, peut-être dans 30 ans, on aura des interfaces branchées directement sur le cerveau. Et là, ça va compliquer un peu, là. Alors, si on prend quelqu'un qui est pas capable de marcher, et puis on le fait marcher juste avec juste par le biais de la machine et forcément l'intelligence artificielle, là, où est l'humain, où est la machine, là? Les premiers robots qu'on va voir arriver qui fonctionnent déjà, c'est pas des robots sur pattes, c'est des robots sur roues, n'est-ce pas? Ça va être des automobiles automatiques. Et là, il y a tout un tas de questions légales, de responsabilité qui se posent justement avec les assurances aussi, en cas d'accident, qui sont inévitables. L'espoir, évidemment, et on a bon espoir que ça puisse arriver, c'est que c'est de limiter le nombre d'accidents, c'est-à-dire qu'avec les technologies, on va avoir en fait moins de morts sur les routes que ce qu'on a actuellement, où ce sont juste des humains qui conduisent. La voiture autonome va être impliquée dans moins d'accidents. Ça, c'est clair pour tout le monde que la voiture conduite par des humains aujourd'hui. Mais c'est purement psychologique. Qui va accepter de donner le contrôle total à une voiture? Pour le faire, il faut être rationnel.
C'est-à-dire, il faut se fier à des données statistiques et on le voit de nos jours, les gens ne sont pas nécessairement très rationnels. Alors, c'est ça. Ça va se faire très progressivement. Personne sera forcé de donner son contrôle à une machine. C'est juste ça va se faire progressivement. On peut commencer peut-être par les transports en commun, des choses comme ceci. Ouais. Peut-être que les gens verront que le jour où on n'aura plus besoin d'un feu de circulation parce que la voiture sera autonome, parce qu'elle sera capable de décider qui passe en premier. Peut-être que là, par la force des choses, les gens adopteront. Mais c'est certain qu'il va y avoir une résistance parce que c'est purement, à mon avis, c'est purement psychologique. Là. La résistance viendra des piétons et des cyclistes, je pense. Donc, merci, c'est tout, malheureusement, qu'on avait comme temps. Alors, on était en compagnie de Pascal Vasson, professeur agrégé à l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, le MILA, et de Michel Gagnon, professeur agrégé au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique. Merci à tous les deux. Merci. Plaisir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM, mais aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous encourage à nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et nous acheminer peut-être les enjeux et des questions que vous aimeriez voir traitées à cette émission. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. von Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: Disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA, microarray. Un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de labo se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats